ouais, il y a des tests, mais pour l'instant, on met des limites. L'effet gyroscopique, ça, très intéressant. Donc, mais c'est des super corps. Il faut faire le lien, entre la relativité générale et la mécanique quantique. Ça, c'est un peu. Théoriquement, la relativité générale n'intègre pas la mécanique quantique. Toujours pas de questions? Des expériences sur l'implication au CEA Oui, il y en a eu des très belles. Mais peut-être plus maintenant. Mais même plus tard aussi, pour l'histoire du chat Schrödinger, essayez de voir ça, comment passer du quantique au classique. Et on voit très très bien. Une autre question? Pas d'autres questions? Profitez-en. Moi j'aimerais bien savoir comment on stocker les données. Ça, pas en termes de support, mais en termes de format. C'est du vectoriel, c'est de l'image. C'est l'image des détecteurs, elle est stockée de façon vectorielle, elle est. Ouais, tout un tas de données. Donc vous reconstituez de l'imagerie après en fait. Au départ c'était purement vectoriel. Reconstituer, c'est vraiment, on a des programmes qu'on appelle programmes de reconstruction. D'accord. Et moi, il y a des, dans ce que je montrais à classe, c'est des millions de canaux électroniques. Hein. Le truc est un peu complexe. Tout ça, c'est stocké. Et après, on a des programmes qui cherchent des patterns. Par exemple, dans mon détecteur de traces, on a des programmes qui cherchent des petits points qui suivent. Par lesquels faire des programmes très rusés. Non. C'est vraiment toutes les réponses de tous les détecteurs, de chaque pixel de chaque détecteur. Est-ce que vos détecteurs sont abîmés? Est-ce que les détecteurs s'abîment dans le temps du fait des particules qui les impactent finalement? Parce que les particules perdent les détecteurs. Alors je vais un exemple rigolo, parce que ça c'est très très joli, il a fallu ruser aussi. Le calorimètre électromagnétique de CMS, il est constitué avec des cristaux. Il a une résolution, quand je dis résolution, il a une résolution en énergie qui est bien meilleure que celle d'Atlas. Il a d'autres défauts, mais c'est le choix qu'ils ont fait. Ces cristaux-là, à force d'être traversés par des particules, ils s'opacifient. Et ensuite, ils ont un temps de relax. Non, mais c'est marrant parce qu'ils retrouvent leur transparence, mais ils ont un temps de relâchement. Évidemment, s'ils s'opacifient, une particule qui arrive avec une certaine énergie, eh ben, au début de la prise de données, ça va me donner telle énergie en sortie, et puis au fur et à mesure de la prise de données, il y a des gradations. Et ça doit être monitoré. Et chacun des 76 000 cristaux de CMS est monitoré avec une petite fibre laser qui mesure au fur et à mesure de la prise de données la transparence du cristal, puis après on va se relaxer. Donc oui, ça impacte évidemment sur les détecteurs. Alors après, il y a aussi des choses qui pètent bêtement. On a eu un gros pépin, enfin gros, vu la taille du bousin, mais enfin on a eu un pépin dans l'Atlas dans le calot. Il a fallu inventer un bras articulé ensuite, parce qu'on ne pouvait pas ouvrir tout le détecteur, pour aller câbler un de ces... Mais c'était... Ils s'y sont mis à plein pour inventer leur bidule. Hyper marrant. Donc oui, il y a des choses qui pètent, il y a des connexions électroniques qui pètent, il y a des infos. Et on ne peut pas l'ouvrir tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, on a dû passer par les passages de câbles. On a ouvert un tout petit peu. Parce qu'il faut... Ah oui, autre chose. J'ai des millions de canaux, donc des millions de pixels, des dizaines de millions, on dit, sur 40 mètres de bras de levier, sur 20 mètres de diamètre. Tout ça, évidemment, doit être aligné. Si ma particule, elle laisse un petit point là, et tous mes trucs, je ne sais pas où ils sont, comment je reconstruis la trace? L'alignement est au micron. À chaque fois que je l'ouvre, je suis un peu embêtée. Donc on fait ça le minimum de fois, d'accord? Donc à chaque fois qu'on a une intervention, généralement les grosses interventions, on les fait quand il y a des ouvertures qui sont décidées. Là, on va intervenir comme des malades. Vous avez des robots aussi qui interviennent là, on a dû inventer un truc un peu robotisé, parce qu'on ne voulait pas ouvrir. Mais ouais, donc oui, c'est impacté. Ouais. Et par exemple, les détecteurs tels qu'ils sont ne tiendront pas avec le nouveau fonctionnement du LHC. Enfin, on voyait beaucoup trop de particules, on les grillerait. On va grader aussi pour que l'électronique tienne. Il y a beaucoup de enfin, on est parmi les développeurs des électroniques dures en radiation. Parce que nous, on a des environnements cauchemardesques au centre des détecteurs. Ouais. Le matériel est irradié et la radiation, elle reste longtemps y compris l'environnement, vous avez du dosimètre quand vous y allez? Oui,
Et je reviens sur l'informatique, parce qu'on est tous férus d'informatique, évidemment. C'est l'ère de l'informatique. Vous disiez donc, j'ai entendu sur d'autres conférences que vous aviez pu faire, 10 millions de gigabytes par an à stocker de données, donc c'est considérable. Ça doit, si je ne me trompe pas, ça doit faire 10 pétabytes de données, quelque chose comme ça. Donc c'est de l'ordre de ce qu'on appelle le cloud computing. Vous avez dit tout à l'heure que il y avait 40 millions d'événements par seconde quand on avait des belles collisions, tout ça, on est content, et vous en gardez que 100. 40 millions, c'est tout venant. C'est ça, 40 millions, c'est tout venant. On a de l'électronique rapide qui essaie de reconnaître les événements. Nous, physiciens, notre boulot, c'est de dire aux électroniciens, tu te débrouilles pour que ton électronique, alors c'est fait grossièrement pour aller vite, tu te débrouilles pour que ton électronique, elle nous récupère les événements qui contiennent ça ou ça. On a intérêt à creuser avant, parce qu'une fois que c'est lancé, voilà. Et donc, on est obligé de descendre à plus de 100 événements. Combien de temps dure la manip quand on fait une manip? Parce que c'est 40 millions d'événements par seconde, mais c'est... Ah, 100 gros. En gros, on intègre sur 100 gros. Non, ça... Les faisceaux durent... Le LHC, on le remplit en 20 minutes. Et le faisceau dure... On a réussi à en tenir jusqu'à 16-17 heures. Ah, voilà. Et après, 20 minutes et 16-17 ans, ça s'arrête quasiment jamais. Ah, oui. C'est 20 minutes pour faire le faisceau. 20 minutes, c'est le remplissage. 16-17 heures, 40 millions d'événements par seconde, c'est pas mal. Non, n'importe quoi. 20 minutes, c'est la montée en énergie. C'est 4 minutes le remplissage et 20 minutes de montée en énergie, je crois. En gros, il y a 25 minutes en tout, entre le remplir et mettre tout à la... Donc vous acceptez sur le tri de passer de 40 millions d'événements par seconde à 100, que vous espérez les 100 meilleurs, on va dire. C'est le premier filtre, on peut dire ça? Oui. Non, c'est le résultat. Non, Non, c'est non, pas encore le résultat, ça serait trop beau. Ça, c'est ce qu'on stocke. C'est le premier filtre, hein, Mais après, dans les 100, il va y avoir ceux qui intéressent les gens qui cherchent le X, ceux qui intéressent les gens qui cherchent le Z, ceux qui intéressent... Donc c'est-à-dire que tous les autres, les 39 millions et quelques que vous jetez, il y a sûrement des pépites dedans, mais on accepte tout ça, on n'y va pas au pif. Hein. Non, ça se on calcule. fait confiance. On connaît les efficacités de tri. Tout ça, c'est designé, donc on fait au mieux, c'est un compromis. Et vous améliorez la technique à chaque campagne, je ne sais pas comment on appelle, chaque cycle, où c'est toujours la même technique de traitement statistique pour filtrer, pour passer de 40 millions à 100? Non, alors on a changé effectivement ce qu'on appelle les menus triggers, c'est-à-dire les tris. Ce qu'on change aussi... C'est clé ça en fait, le fait c'est totalement déterminant en fait. Ouais. En même temps, encore une fois, on fait de la statistique, c'est totalement déterminant, mais là, j'ai déjà 500 X, d'accord? Donc évidemment, 500, on a vu que c'était pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Vous avez 500 X, j'avais pas compris Par ça. manip. J'avais pas... D'accord. Donc on sait qu'on en jette, mais on est obligé de faire des compromis, on peut pas tout garder. C'est beaucoup 500, parce que j'en ai des super lourds, parce que si les recherches des super lourds en physique nucléaire, ils ont 3 événements, ils sont contents. 500, c'est bien. Expliquer le monde à partir de 3 éléments, c'est osé. Non, c'est pas expliquer le monde, c'est rechercher un noyau particulier, quand ils en croient. En fait, c'est une grande différence par rapport à l'époque de Thomson. Nous, on est inondés de données qu'il faut traiter. À l'époque de Thomson, le pauvre, il avait sa plume et son papier et il devait faire gamberger son cerveau. C'est l'économie de l'abondance. Voilà. Exactement ça. Parce qu'on cherche des événements rares, hein. On ne fait pas de la statistique pour le plaisir. Encore une fois, si j'avais un X tous les 10 événements, j'aurais pas besoin de... Parce que ça nous fait suer, mine de rien. Techniquement, c'est un cauchemar. Hein. De traiter toutes ces données. Donc c'est juste parce qu'on cherche l'aiguille dans une botte de foin qu'on est obligé d'avoir la botte de foin. C'est maintenant, ouais. Je vous laisse le micro, on ne vous entend pas bien au fait. C'est dommage, c'est intéressant. En même temps. Bah oui. Y a-t-il d'autres questions? Et on va en rester là. Alors, c'est pas du tout une question sur la science pure. Deux questions un peu basiques. Combien y a-t-il de Français parmi les 10 000 chercheurs? Quelles langues sont parlées entre vous? Et la troisième question, un peu plus vaste, est-ce que... monsieur a dit tout à l'heure que justement dans les
plus gros projets, on peut mettre plus de chercheurs, ce qui est un peu évident. Mais donc, est-ce qu'un pays comme la France va continuer à alimenter le niveau international des chercheurs de haut niveau, ou est-ce que progressivement ça va baisser? Vu que notre niveau scolaire, avec le bac S qui devient un bac à coloration scientifique, au lieu d'être un bac totalement scientifique, je me trompe peut-être, mais il y a de moins en moins de personnes qui s'inscrivent à l'université en sciences pures. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Qui vont, donc, On fait toujours un appel au peuple dans nos conférences. Bah, le fait que je fasse des choses comme ce que je suis en train de faire, d'accord, c'est aussi mon désir de communiquer mon enthousiasme aux gens parce qu'il y a de la belle science à faire. Donc, si on me laisse faire moi, il n'est pas question qu'il y ait une désaffection des filières scientifiques. Ok, tenez-vous le pour dire. Non, non, franchement, c'est un truc contre lequel. Pour avoir une idée géniale des expériences de Thomson, il serait comme un fou, il serait super content. Non, les gens qui ont fait ces découvertes-là, encore une fois, c'est marrant, je vais utiliser l'analogie hier. C'est pas en cherchant à améliorer la bougie qu'on a inventé l'électricité, c'est en cherchant, en étant libre de chercher. D'ailleurs, on a toujours des bougies. Voilà, et des ampoules. Thomson, c'est ça, c'est un type d'étudier la matière, et donc il s'est pas cantonné à une recherche avec un but bien défini. Je suis sûre qu'il sera ravi, moi, et de toute la grande série de physiciens qui ont contribué. Ouais. Je crois qu'on avait quand même beaucoup de génies solitaires aussi. Alors c'est la différence avec les programmes d'aujourd'hui. Actuellement, une personne tout seule ne fera rien. Aucune chance. Ce sont des équipes. Même les prix Nobel, maintenant, ils sont répartis on ne sait plus à qui les donner. Sur plusieurs personnes. C'est même, d'accord, peut-être plus à qui les donner. Donc, je crois qu'à la glorieuse époque de la physique, c'est-à-dire fin 19e, début 20e, c'était des génies solitaires. Moi, c'est un peu ce qui me, que ce soit dans l'atome ou dans la partie nucléaire ou la partie particule, en fait, cette étude de la matière, finalement, quel que soit degré de précision, aujourd'hui, comme dans les autres sciences, ça n'y échappe pas, finalement, ce que disait Audouin Dollfus, dont on se souvient tous ici de ces grandes conférences, c'est qu'on est maintenant à l'heure d'une science de projets, de très grands projets. On vient de mettre en œuvre ALMA il y a quelques jours, qui est sûrement le plus gros instrument télescopique jamais conçu par les hommes. Le CERN, probablement son équivalent dans un autre domaine de la science. Donc c'est exactement ça. A priori, il n'y a plus aucune chance pour un chercheur solitaire d'ouvrir un pan entier. Il n'y a plus beaucoup d'initiatives solitaires. Alors, si je peux faire une petite remarque, c'est pas que la taille de l'équipe. Je vais donner un exemple. On est en train de travailler sur une manip, je vais vous faire marrer, d'antigravitation. On prend de l'antimatière, on la refroidit. Alors, j'ai pas arrêté de dire que la gravitation à l'échelle des particules, on ne pouvait pas l'avoir. Ben justement, on se débrouille pour immobiliser suffisamment notre antimatière pour essayer de voir si elle tombe ou si elle tombe en gros. Okay, voir comment la gravitation agit sur l'antimatière. La manip, elle tiendrait largement, accélérateur compris, dans sa pièce. Et l'équipe, que je sache, c'est à peine quelques dizaines de physiciens. En revanche, être un expert sur tout, donc être Thomson, c'est juste plus possible parce que tous ces gens-là ont bossé comme des fous et que le domaine, c'est surtout la connaissance qui s'est élargie. Et maintenant, on ne peut pas être super doué dans tout et n'importe quoi. Le LHC, c'est, enfin je le disais, je vous écoutais, en fait, c'est 40 pays, 180 laboratoires, donc des milliers de chercheurs. Par manip, c'est 3000. 3000 chercheurs par manip. Donc il y a en fait, c'est d'abord une aventure humaine. C'est un petit projet Apollo, on va dire, même si c'est beaucoup moins cher. C'est très cher avec des coûts. C'est 1,5 million par manip et c'est. Non. Apollo, c'était 25 un milliards. demi-milliard. C'est un demi-milliard par manip et c'est 4 milliards. Le collisionneur, c'est 4 milliards. Et un demi-milliard par grosse. Et après, en frais de fonctionnement par an? Aucune idée. Non, mais en plus, ça c'est super compliqué. Ça c'est super compliqué à calculer parce que je fais quoi? Je mets les physiciens dedans, je ne mets pas. Non, on est loin d'Apollo quand même. Apollo, c'est 25 milliards et c'est un Américain sur 10. Ça a commencé il y a 30 ans, si tu intègres sur les 30 ans, à la limite. Je crois que c'est pas loin. Non, mais alors, quand je disais les 4 milliards, Apollo, c'est pas c'était intégré, 10 ans. c'est le
le prix de la chose. Non, mais justement, Après, ouais. c'est que si on rajoute l'investissement en recherche sur les Non, moi je dirais que c'est de l'ordre de grandeur d'Apollo, Ouais, quand même. Peut-être même plus, parce que c'est sur la durée, il a raison, c'est sur la durée. C'est la machine la plus complexe du monde. Les détecteurs, même. Moi qui suis pas mal dans l'information, pardon, vas-y. Non, juste une question pour revenir tout à l'heure. Tu évoquais un futur anneau de 80 km de diamètre. Bon, ça c'est votre rêve, j'imagine. Mais il y a juste une chose par rapport à ta conférence de tout à l'heure. Il y a 10 000 chercheurs qui travaillent en physique des particules au CERN, sur 20 000 dans le monde. On imagine bien qu'un accélérateur encore plus puissant avec des machines, des détecteurs encore plus importants, va bien y avoir un problème. Les finances sont limitées. La techno, certes, elle progresse, mais ensuite, est-ce qu'on va avoir assez de monde pour travailler là-dessus? On atteint peut-être des limites finalement en termes d'organisation, parce qu'on ne va pas avoir 100 000 chercheurs sur cette spécialité qui, en plus, dans le monde d'aujourd'hui où effectivement on a des problèmes budgétaires à tous les niveaux, il y a des restrictions partout, investir dans la physique fondamentale, c'est pour certains un luxe, et au niveau sociétal, ça ne va pas forcément le faire non plus. Est-ce qu'il n'y a pas une limite comme ça qui est en train d'apparaître? Sûr, c'est évident. Ceci dit, encore une fois, c'est des projets où il n'y a que la planète qui peut se le payer. C'est plus un État, c'est la planète ou rien. C'est comme Alma, hein, c'est pareil. Voilà. Maintenant, je voudrais dire un truc. Le jour où la recherche fondamentale s'arrête, on ne va pas s'en apercevoir tout de suite de la grosse connerie qu'on a fait. Et je pèse mes mots. Ça va prendre peut-être 20 ans pendant lesquels on aura encore des choses sur les étagères à appliquer. Puis 20 ans après, ou 30 ans après, la recherche appliquée, il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra plus rien appliquer du tout. Et redémarrer, alors qu'on a tué la science, redémarrer après 30 ans de lacune, sauf que ça, tous les pays ne sont pas débiles. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec les pouvoirs publics. Il faut qu'ils comprennent que si jamais la France ou l'Europe ou je ne sais pas qui décide qu'il n'y a pas de fric à mettre là-dedans, je parierais n'importe quoi que les Chinois et les Japonais ne vont pas faire le même calcul, d'accord? Et on va se faire mais avoir, mais sur toute la ligne. Et nous, on sera devenus bêtes et le savoir sera réparti. On est bien d'accord, mais ensuite, il y a un problème d'échelle, c'est-à-dire que l'échelle de la science, les gros systèmes comme ça, aujourd'hui, les budgets que ça représente par rapport à des budgets d'État deviennent non négligeables. Donc ensuite, oui, mais quelle est on peut faire jouer le temps aussi, parce que dans CERN, il y a c'est Europe déjà, ça va être splitté sur tous les pays européens. Je pense que le projet de 80 km, on sera obligé d'associer, d'intégrer le CERN. Oui. Des physiciens en parlent. Hein. Non, mais oui, 80 mais km. On sera obligé d'associer des grands pays comme la Chine et les États-Unis, qui sont associés mais qui ne participent pas au Conseil, je crois. La Chine et les États-Unis, en fait, ils participent en bonhomme. Mais qui ne financent pas. Donc on sera obligé de faire ça, comme elle a dit, au niveau de la planète. Et peut-être répartis. Il y a d'autres projets, sans vouloir. Enfin, on peut pas jeter. Enfin, mettre un coup de projecteur sur d'autres projets et comparer, en fait, ce serait un peu cruel et pas juste, mais c'est vrai que moi j'ai en tête la Station Spatiale Internationale qui a pesé quand même 100 milliards de dollars et qui finalement, le retour sur investissement est sûrement bien moins important qu'un télescope spatial comme Hubble ou qu'un réseau interférométrique comme ALMA ou comme le LHC du CERN. Ça me semble évident et ça coûte probablement 4 fois moins cher. Ma remarque, c'est que j'ai l'impression qu'on est sur un escalier où à chaque fois la marche est 2 fois plus haute. Mais c'est évident. Et qu'au bout d'un moment, la marche qu'on va franchir. Petite nuance. Je parlais du projet d'antigravitation, la gravitation sur l'antimatière. Il y a donc d'autres voies de recherche qui sont sur des projets de taille beaucoup plus raisonnable. Après, je ne sais pas si c'est la panacée, mon 80 km ou l'ILC Collider, qui est le projet linéaire. Hein. Je ne pense pas que le monde puisse faire l'économie de la recherche fondamentale. C'est juste impossible. Mais c'est une bêtise énorme. Je ne sais pas si ITER fonctionnera un jour, peu importe. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, et alors là, pour le coup, tu pourras parler mieux que moi, au CEA, l'énergie, ça nous connaît. On est spécialiste. Je crois que depuis que moi, je suis toute petite, et depuis que je suis arrivée au CEA en tout cas, j'entends dire, attention, les réserves de pétrole, il n'y en a plus que comme ça. Voilà. Ah oui, sauf que ça, je lis un peu les bouquins. Tous les 10 ans, on dit ça. Je lis un peu les bouquins, ça fait des dizaines d'années qu'on le dit. Et alors, tout d'un coup, là, ça devient tangible. Tout d'un coup, c'est nos enfants qui vont chauffer la bougie.
Alors tout d'un coup, là, les pouvoirs publics se disent, on va non mais je caricature exprès pour illustrer mon propos. Et là, ils nous disent, bon les gars, va peut-être falloir faire quelque chose, faites-nous ITER. Et on leur dit, attention, ITER, 1, ça ne produira jamais d'énergie, c'est un démonstrateur. 2, on en a pour 30 ans de R&D, de mise au point. Et là, tout le monde dit 30 ans, comment ça? Mais non, mais non. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à là? Nous, on en a besoin plus de... Mais non, mais je plaisante. Quand il y a 30 ans, on leur disait, c'est maintenant qu'il faut nous financer, parce que quand vous aurez besoin des résultats de notre recherche, on sera prêt. Désolé, vous rigolez, vous me parlez de 30 ans, là, moi je suis... Oui, dans la vie d'un homme politique, 30 ans, c'est un peu lointain. Faut vraiment être... Il faut s'appeler Pharaon pour penser à son enterrement. C'est le problème de la recherche fondamentale. Elle est confrontée à une société que ça n'intéresse pas forcément, qui veut les applications, le beurre, du beurre avant d'avoir... et c'est un petit peu le problème, quelque part. C'est que justement, les gens à qui on s'adresse, on leur dit, bon, bah, il nous faut tant de milliards, tant de dizaines de milliers de personnes. Oui, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre. Parce que, comme dit Gilles, 30 ans dans la vie d'un homme politique, ça ne compte pas. Regardez l'exemple, je reviens à l'astronomie, d'astéroïdes tueurs qui pourraient passer d'ici 20 ou 30 ans d'ici. Quel président américain va mettre $1 pour un projet de quelque chose qui pourrait se passer dans 20 ou 30 ans? C'est même pas sûr en plus. Hein? C'est même pas sûr. Oui. C'est-à-dire que s'il était sûr et certain que l'astéroïde il y a des entreprises privées qui vont essayer de se fendre, au moins d'essayer de mettre un bip-bip sur l'astéroïde pour qu'on le suive exactement, mais c'est un peu la nature humaine. Non, mais il faut voir les choses de façon plus positive, parce que le CERN existe. Les gens ont financé. Oui, ça pourrait être pire. C'est le boson de Higgs. C'est magnifiquement vendu, le CERN, quand même, auprès du politique. Ah ouais. Oui, c'est sûr, certain. Bon, ça a marché. Et finalement, oui. Et le boson, on l'a découvert que... Il y a des fois, il y a des bonnes raisons pour les désaffections des filières scientifiques. C'est bien gentil de faire des thésards en physique, ce serait mieux si on les embauchait. Okay, on n'a plus de sous dans les labos, c'est de la recherche publique qu'on fait à force... on est obligé que ce soit de la recherche publique, hein, c'est de la recherche fondamentale. Il n'y a pas de retombées directes à la clé, il n'y a pas de sous qui rentrent, on ne voit rien. Donc c'est obligé d'être public. Si on nous coupe les subsides, on ne peut plus embaucher les gens. Si on ne peut plus embaucher les gens, les étudiants, ils ne sont pas débiles, ils ne vont pas venir. Je les comprends très bien. Donc la désaffection, elle a une vraie... Je pense qu'elle a en partie une raison comme ça. Il y a eu des moments aussi où ça bascule vachement. Il y a 2 ans, je suis allée à la foire aux thèses, tout le monde voulait faire des nucléaires. L'année dernière, c'était de l'astrophysique. Il y a des modes, celle-là, entre nous, on n'a toujours pas bien compris. Je sais pas, suite à une nouvelle, peut-être que le Higgs, là, ça va me faire l'année prochaine tout un tas de gens qui veulent faire des particules. Très sincèrement, ça, on ne sait pas. Alors après, les questions, c'est... Alors, je me rappelle plus. Il y a donc, à faire de la physique des particules, il y a le SPP au CEA et 7 labos du CNRS. Nous, on doit être un des plus gros groupes dans Atlas. Atlas et le CMS, ça doit faire 45 permanents. En fait, on est beaucoup plus nombreux que ça, hein, parce qu'il y a tous les thésards et les postdocs. Et alors, nom d'une pipe en bois, j'arrive pas à me rappeler du chiffre pour le CNRS. C'est moins, mais il y a plus de labos. Donc, je sais pas, on doit être une centaine ou un truc comme ça, en chercheurs français. Et puis, ta deuxième. La langue de anglais. C'est l'anglais, évidemment. Il n'y a plus qu'une seule langue. Allez, la dernière question, et on en reste là pour ce soir. Sur l'ensemble de votre carrière, sur toute la durée de votre carrière, quelle différence y a-t-il entre vous et un personnel hospitalier qui fait de passer la chimio aux malades? En matière de rayonnement, qu'est-ce que vous recevez dans votre corps sur toute votre carrière? Moi, oui. Qui met mon écran d'ordinateur. Ouais. Moi, je travaille. Même plus d'ailleurs. Moi, je travaille. Il n'y a aucun risque de rayonnement. Pas moi. Au CEA, il y a des gens qui travaillent sur IND, sur installation nucléaire de base, qui sont dans la centrale. Alors, combien de temps vous pouvez y travailler? Les gens qui... Il y a des normes qui sont parfaitement définies. Oui, il y a des normes internationales. Définies aussi périodiquement, les radioactivités faibles, on ne sait jamais qu'est-ce que ça fait sur le long terme. Voilà, c'est des radioactivités faibles. Sinon, on sait les doses. Moi, j'ai travaillé 30 ans dans le nucléaire. Il y avait les films, on utilisait des sources radioactives, mais on n'a jamais vu de problème. Les normes, quand même, je crois qu'elles sont relativement basses.
ça a bien changé depuis le début. Au début, tout début du CEA, là, par contre... Oui, on a pris. Aussi, quand j'ai commencé, ça fait pas mal à avec les sources à la main. Très bien, bah, écoutez, merci infiniment. Il nous reste à applaudir nos 3 invités. Voilà, merci. Merci à vous et à très bientôt. Je voudrais récupérer mon bouquin. Écoutez encore.